tu lances la truite de Schubert, là? Bah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. On est un peu sur une ligne de crête où on est en train de se dire, finalement, si on veut que ça marche cette affaire, il faut partir des qualités humaines pour derrière designer l'intelligence artificielle. Pour ce nouvel épisode des Saumons, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Ferguson, qui est enseignant-chercheur et sociologue, et qui consacre une grande partie de ses recherches à l'intelligence artificielle, avec un parti pris singulier, celui de l'éthique et de la place de l'humain aux côtés des machines. Ses travaux déconstruisent le mythe de l'intelligence artificielle toute puissante, qui pourrait un jour nous remplacer. Bien au contraire, il nous propose de l'utiliser comme tout autre outil, mais aussi de renouer avec ce qui nous singularise en tant qu'humains, car il y a des choses qui ne sont pas reproductibles par des algorithmes. Très bonne écoute. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être avec moi pour ce podcast. Alors Yann, nous sommes à Toulouse, là où tu es enseignant-chercheur en sociologie. Tu fais partie des 200 personnes les plus influentes en matière d'intelligence artificielle. Ça, c'est l'usine Nouvelle qui le dit. Tu as aussi obtenu en 2018 le prix de la Fondation pour les sciences sociales. Tes recherches en fait s'orientent sur l'intelligence artificielle et d'un point de vue éthique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quelques mots tes travaux ? Alors, mes travaux partent d'un constat que j'ai fait à la lecture des différents rapports que l'on retrouve sur le sujet, hein, parce qu'il y a énormément de rapports, vu que c'est une discipline qui a un buzz important aujourd'hui. Donc, chaque gouvernement, chaque institution, chaque think tank, chaque académie produit sa vision de l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai commencé à lire ça. Et ce qui m'a interpellé, peut-être parce que évidemment je suis sociologue, c'est pas tant finalement ce qui est dit sur l'intelligence artificielle, qui disent un peu toujours la même chose, ils expliquent d'où ça vient, comment c'est fait, comment ça fonctionne, et quelles peuvent être les conséquences. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le récit sur l'homme qui semblait s'en dégager à mesure que j'avançais. J'ai appelé ça un récit d'hominisation, c'est-à-dire c'est un récit où on définit ce que c'est l'homme. Alors moi je m'intéressais tout particulièrement à l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail, qui est une activité humaine fondamentale. Et finalement ce que je voyais dans les rapports, c'était de dire dans l'avenir, à court, moyen, long terme, l'intelligence artificielle, par exemple, va s'occuper des tâches routinières. Et ça tombe bien parce que les tâches routinières, ce n'est pas ce qui épanouit l'homme, ce n'est pas l'homme, la tâche routinière. Alors première chose, je suis surpris parce que moi j'ai l'impression que depuis la révolution industrielle, on passe notre temps à essayer de développer des processus qui vont standardiser, routiniser des tâches. Et puis tout d'un coup, l'IA arrive et on dit c'est plus ça le travail. Voilà. Le travail, c'est justement la tâche de créativité, c'est la tâche relationnelle. C'est celle où le proprement humain s'exerce, se dévoile, s'active. Et donc je suis parti en quête de ce proprement humain. D'accord. Alors peut-être on peut revenir sur ce qu'est l'intelligence artificielle pour être très précis, parce que là, ça recouvre peut-être des concepts assez flous. Comment est-ce que tu la définis ? Alors l'intelligence artificielle, c'est d'abord une discipline de recherche qui a été créée dans les années 50, dans l'immédiate après-guerre, dans la foulée d'un certain nombre de travaux qui avaient été développés pour des raisons militaires. Alors généralement, spontanément, la plus prestigieuse, celle à laquelle on pense, c'est la bombe de Turing que Alan Turing avait développée. Alan Turing était un Britannique. Il a développé une machine qui a réussi à décoder l'énigma naval, donc cette fameuse machine qui permettait de crypter les messages que se transmettaient les Allemands, et notamment les sous-marins allemands qui faisaient blocus autour du Royaume-Uni. Et donc à la suite de ça, de ces prémices, de ce qu'on va appeler l'informatique plus tard, un certain nombre de courants de recherche se structurent. Et puis en 1956, une assemblée de mathématiciens, de statisticiens, de cognitivistes se retrouvent à Dartmouth, on appelle ça le Summer de Dartmouth Project, pour définir en quelques mois les bases d'une nouvelle discipline de recherche, l'intelligence artificielle, dont l'objectif sera de faire par des programmes des tâches qui jusque-là étaient considérées comme proprement humaines. D'accord. Comme par exemple le raisonnement, l'organisation de la mémoire. Voilà, des tâches qu'on avait attribuées à l'homme. Donc ils vont se lancer dans les années 50 en pensant que des résultats vont arriver très très vite. Et c'est vrai, des premiers résultats arrivent vite, mais on se heurte dans un premier temps à la limite des machines. Oui. Voilà, les machines ont des capacités de calcul qui sont trop faibles.
Les machines progressent selon ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire tous les 2 ans, grosso modo, en fonction de les énoncés, la puissance de calcul des ordinateurs est multipliée par 2. Et on développe une nouvelle espèce d'intelligence artificielle, beaucoup plus modeste que la précédente, qui cherchait véritablement à dupliquer une intelligence générale. On va aller vers ce qu'on appelle des systèmes experts. Donc des systèmes experts, on est dans les années 80 là. Les systèmes experts, ce sont des outils qui ont été co-conçus par un expert, par exemple un médecin, et un ingénieur de la connaissance, qui, avec le médecin, va essayer de formaliser le savoir du médecin sous forme de règles. Si il a mal au ventre, mal à la tête, alors c'est la grippe. D'accord. Voilà. Et donc ça va être les systèmes experts qui vont commencer à se développer. Ça a un certain succès et puis très vite on s'en lasse parce qu'ils sont très rigides. Oui. En fait, à chaque fois que l'environnement réel sort des règles préétablies, eh bien il faut repasser par le code. Première chose. Et deuxième chose, qui est un peu liée à la première, c'est qu'ils ne savent pas apprendre. Sur, par exemple, des méthodes de reconnaissance d'image, eh bien, c'est très très faible et beaucoup plus faible qu'un enfant de 3 ans. Donc, ce qui va commencer à se développer de manière clandestine, et puis après va éclater au grand jour en 2010, dans les années 2010, c'est une autre forme d'intelligence artificielle qu'on avait appelée plutôt l'apprentissage automatique, ou intelligence connexionniste, c'est le courant connexionniste, qui existait déjà dans les années 50, mais qui avait été écrasé pour insuffisance de moyens, résultats, de techniques, de moyens, de résultats, et puis d'ambition. Parce que finalement, l'idée, c'est de partir d'un programme dans lequel on n'a presque rien fait et qui va petit à petit apprendre par lui-même. D'accord. Et donc là, dans les années 90, ça commence à se développer. 2000, ça devient de plus en plus performant, mais toujours écrasé. Pourquoi ? Parce que c'est très bon en empirie. Les résultats sont extraordinaires, mais on a du mal à les théoriser. Et nous, les êtres humains, on aime bien théoriser. Et donc, Yann Lequin, qui est le Français qui a reçu le prix Alan Turing, on y revient, il n'y a pas très longtemps pour ses travaux, dit qu'il ne pouvait pas publier un seul article parce qu'on lui disait « ça marche très bien en empirie, mais en théorie, c'est pas bon ». Comme si nous, on était comme Descartes, fascinés par la théorie. Et donc, l'intérêt de cette approche, c'est qu'elle est beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile. C'est qu'on va donner des grandes quantités de données au programme qui va apprendre par lui-même. Il est alimenté par le big data. Oui. Ça, c'est la force de ce système, c'est qu'on avait plein de données. Et il va réussir à faire de l'auto-apprentissage, à s'améliorer. Donc le terme intelligence prend tout son sens là. Il prend un sens que nous, en tout cas, on commence à lui reconnaître, c'est l'apprentissage. Ceci dit, dans les systèmes experts, c'était le raisonnement logique. Et ça aussi, pour nous, c'est de l'intelligence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on avance dans l'intelligence artificielle et qu'on fait des programmes qui marchent, eh bien, on arrête de dire que c'est de l'intelligence. Voilà, vous remonteriez dans le temps des 300 ans en arrière avec votre calculatrice de base que vous payez 10 € au supermarché, les gens feraient comme ça. Et ça fait longtemps qu'on ne pense pas que notre calculatrice est intelligente. Ouais. Donc là, aujourd'hui, l'intelligence semble se concentrer sur la notion d'apprentissage. Peut-être que dans 10 ans, on va cesser de qualifier d'intelligents ces systèmes que l'on est en train de développer aujourd'hui. Non, du coup, c'est aussi ce qui fait un peu flipper. C'est toute la légende autour de tout ça, le soulèvement des machines. Voilà, et c'est aussi ce qui nourrit ton travail de recherche, parce que je pense que la plupart des gens ont la sensation qu'ils vont être un jour remplacés par les machines. Et donc, toi, finalement, à travers tes différents travaux, c'est pas ce que tu démontres. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors, effectivement, il y a une vraie question, mais qui a traversé le temps. On le retrouve dans les philosophes de l'Antiquité. Que se passerait-il si les machines à tisser toutes seules, les esclaves n'auraient plus de travail et l'ordre cosmique serait déstabilisé, les dieux seraient en colère. Et on le retrouve tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, on voit pas mal de travaux qui essaient d'anticiper l'impact quantitatif de l'intelligence artificielle sur le travail et je dirais plus globalement de l'automatisation des tâches. L'IA étant un aspect de l'automatisation qui est l'automatisation des tâches cognitives. Après, il y a des robots de plus en plus perfectionnés qui, eux, vont être plutôt sur des tâches manuelles ou un mix des deux. Les études n'arrivent pas à se mettre d'accord. En fonction des méthodologies, on a des études qui disent qu'il y a un travail sur 2 qui va être automatisé d'ici 20 ans, et d'autres qui disent que c'est 1 sur 10, mais que 1 sur 2 sera transformé. Je pense que, historiquement,
de l'être humain, depuis Homo faber, depuis l'homme qui crée des outils, a toujours essayé de gagner en maîtrise par l'usage d'outils. Mhm. Et cet usage d'outils lui a permis de s'émanciper d'une condition naturelle, somme toute assez fragile, voilà, en tout cas sur le plan physique. Oui. Je dirais qu'il y a au moins 2 grandes qualités qui m'intéressent chez Sapiens. C'est sa capacité à créer des outils pour résoudre des problèmes et ensuite à résoudre des problèmes collectivement. Et souvent, d'ailleurs, les deux vont ensemble. Aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui travaillent pour concevoir un Airbus dans le monde entier, qui ne se connaissent pas, qui ne se connaîtront jamais, et qui pourtant, par des principes organisationnels, arrivent à peu près à faire que un carnet de commandes soit livré dans les temps. Oui. Et c'est extraordinaire. Mm. Il faut jamais arrêter de s'émerveiller de ce qu'on arrive à faire de cette façon. Mm. Après, on peut discuter de l'impact que ça a sur les autres espèces et sur la planète, et ça, c'est un vrai problème. Mais ces qualités-là sont peut-être la source du problème, mais peuvent être aussi la source de la solution. Ce qui m'intéresse, c'est véritablement comment l'être humain arrive à développer des pratiques capacitantes d'interaction avec les outils. Il me semble qu'effectivement, l'être humain a toujours réussi à utiliser l'outil pour développer son empowerment, sa capacité à s'élever. Alors, il s'avère qu'on est dans un système économique dit capitaliste où, historiquement, on a condamné finalement le monopole que quelques-uns pouvaient avoir sur la création, sur la captation de la richesse, pas la création, mais la captation de la richesse, et comment ils pouvaient utiliser les outils et les machines pour essayer de renforcer leur position dominante. Mais là, on est sur autre chose. On est sur des systèmes économiques, des systèmes politiques. On n'est pas sur le rapport, je dirais, quasi spontané, naturel que Sapiens développe avec des outils. Pour autant, malgré tout, à l'intérieur de ce système, pour peu qu'on le valide, de dominant-dominé, eh bien, les dominés utilisent les outils, bien plus que les dominants, et tous les jours inventent des solutions, bricolent des solutions avec les outils, utilisent les outils pour autre chose que ce pourquoi ils avaient été créés, développent, par exemple quand j'étais journaliste stagiaire pendant mes études, j'allais dépanner des fois à l'imprimerie et je travaillais avec l'imprimeur et je trouvais ça très bruyant, il y avait des odeurs un peu pénibles. Donc je me fatiguais très vite, je réfléchissais énormément pour essayer de bien faire le travail, beaucoup plus que pour écrire des articles où là j'étais plus dans mon élément. Et de temps en temps, je voyais l'imprimeur qui courait vers moi, qui tapait un grand coup de poing sur le bouton d'arrêt automatique et qui me disait « T'as pas entendu ? Oui, j'ai les oreilles qui sifflent toute la soirée, j'en peux plus. » Et lui avait développé une capacité à discerner dans ce brouhaha un certain nombre de signaux sonores qui lui faisaient comprendre que la machine était en train de bourrer et qu'elle allait tomber en panne. Et je pense que... Il s'était adapté à son outil. Il s'était adapté à son outil et il avait développé une intelligence de l'outil. Voilà. Moi, on peut mettre un marteau dans la main, j'enfonce un clou de temps en temps pour mettre un cadre sur le mur ou essayer de réparer quelque chose et puis j'y arrive pas. J'ai toujours le marteau, mais par rapport à un menuisier, évidemment, je suis dans une propension à être en capacité de développement et de m'émanciper par le marteau qui est beaucoup plus faible. Voilà, j'ai pas d'expérience, j'ai pas assez d'usage, je suis obligé de beaucoup réfléchir pour faire des choses très médiocres, là où un artisan réfléchit très peu pour atteindre l'excellence. Donc finalement, l'intelligence artificielle ne serait qu'un outil de plus pour nous, pour nous émanciper et non pas un moyen de nous remplacer, en fait. Alors, il peut être utilisé comme du remplacement, et il va l'être. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans l'esprit de certains dirigeants, il n'y a rien de mieux qu'une machine. On l'a redit il n'y a pas si longtemps, il y a eu des grèves énormes contre le nouveau régime des retraites, et les seules lignes de métro qui ont fonctionné, celles qui n'avaient pas de chauffeur. Celle qui est automatique. Donc c'est une espèce de fantasme de dirigeant. Voilà. Mais ce fantasme, par exemple, un dirigeant comme Elon Musk l'a payé très cher lorsqu'il a voulu automatiser à 100% sa ligne de fabrication de son modèle 3 de Tesla. Il avait dit qu'il allait ringardiser l'industrie automobile jusqu'à la fin des temps. Et il disait, c'est la machine qui fabrique la machine, comme ces fameux films auxquels vous faisiez référence dans Matrix, etc. Ou Terminator, la machine qui fabrique la machine. Mais il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé et il a dû planter une tente sur le parking
où là, il n'y a que les travailleurs humains qui essaient de satisfaire le carnet de commandes, les 25% que les machines n'arrivent pas à faire. Et les études ont montré qu'en fait, on n'avait pas réussi à automatiser tout ce que faisait le travailleur humain dans l'automobile. Derrière une routine, il n'y a pas que... La routine n'est pas synonyme d'absence de pensée. La routine, c'est de la pensée encapsulée. C'est des heures et des heures de savoir, de résolution de problèmes, de confrontation au réel, qui vont ensuite, petit à petit, intégrer le corps de l'être humain, de telle façon à ce qu'il n'a plus besoin de réfléchir pour atteindre l'excellence. Et c'est ce que tu m'expliquais quand on a préparé cet entretien, c'est que ça, c'est une somme de choses en fait dont on n'a pas conscience et qui nous différencie fondamentalement d'une machine parce que en fait, on a un savoir qu'on ne peut pas reproduire et qu'on ne peut pas intégrer dans une machine parce qu'on n'en a pas soi-même conscience. Donc comment le programmer finalement, puisque c'est un acquis qui est purement humain? Eh bien, pour moi, c'est justement là que se situe l'ouverture d'une fenêtre d'un partenariat aux machines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à l'automatiser, il faut plutôt chercher à développer des couples homme-machine qui permettent cette performance. Il y a une histoire que je raconte assez souvent, c'est la défaite de Kasparov face à Deep Blue, qu'on a longtemps pensé être le signe que ça y est, on était dépassé intellectuellement par l'informatique. Pourquoi ? Parce que Kasparov était un génie des échecs et on a énormément d'estime pour les génies des échecs. On pense que c'est des gens très très intelligents. Lui-même a déprimé, il a dit de mémoire « Je ne vois pas comment nous pouvons vivre dans un monde en sachant qu'il existe une entité plus intelligente que nous. » Que moi en fait, mais le moi voulait dire nous. Voilà. Et petit à petit, il a réfléchi et puis il s'est dit finalement, il faudrait peut-être qu'on sorte de cette impasse de l'affrontement homme contre machine et qu'on essaie de voir si on ne pourrait pas créer une nouvelle configuration de jeu, homme-machine versus homme-machine. Et donc, il a appelé ça techniquement le freestyle chess, mais lyriquement, je préfère ce mot-là, le centaure chess. Donc, cette image mythologique de l'association de la clairvoyance et de l'intelligence de l'être humain et de la puissance du cheval. Donc l'intelligence, l'intuition, l'expérience du joueur humain et la puissance de calcul de l'ordinateur. Et donc, comme il a de l'influence, il a réussi à trouver de l'argent. Il a organisé un grand tournoi où il a réuni les plus grands maîtres et les plus grands programmes. Eh bien, l'issue a été très surprenante. Et lui-même a été très surpris. En fait, ce n'est pas l'association du meilleur programme et du meilleur maître qui a remporté le tournoi. Ce sont 2 joueurs de niveau régional totalement inconnus, avec 3 ordinateurs pourris, avec lesquels ils avaient monté un protocole d'échange extrêmement performant. En fait, il les coachait et il les mettait en émulation compétition les uns contre les autres. Quand il y en avait un qui avait une solution qui leur semblait plus probable, plus intéressante, il demandait aux 2 autres de le challenger. Et à la fin, il y avait une solution optimale. Ils ont écrasé tous les autres. Conclusion de l'événement tel que l'a défini lui-même Kasparov. Homme fort plus ordinateur fort plus process faible, inférieur à homme faible plus ordinateur faible plus processus fort. Et ce processus, ce n'est pas un processus industriel, c'est une interaction. C'est la capacité à savoir, quand on écoute le programme, quand on s'écoute soi-même, et à coacher des programmes. Et ça, c'est une vraie intelligence qu'il faut maintenant définir, mettre dans des grilles RH pour développer des critères de mérite, développer des critères de reconnaissance. C'est ce que tu me disais aussi, il faut aborder l'intelligence artificielle par les qualités humaines. Ouais. Exactement. L'organisation, pendant très longtemps, s'est basée sur l'idée que pour être efficace, il fallait briser la nature humaine. Taylor parlait de la propension naturelle de l'homme à la farniente. Donc, il fallait lui mettre une carotte et un bâton pour le faire avancer. Et sinon, il ne ferait rien. Aujourd'hui, on sait que la plupart des gens au travail, ce qui les stimule, c'est pas la peur, c'est pas la récompense, c'est la possibilité de se réaliser à travers une œuvre, un travail bien fait. Les raisons du mal-être au travail, ce sont rarement le fait qu'on est mal payé ou qu'on a peur de perdre son boulot. Ça arrive, mais ce sont 2 cas extrêmes. C'est plutôt l'écart qu'il y a entre la vision que l'on a du travail bien fait
et les conditions qui font qu'on n'y arrive pas à l'atteindre. Et donc ça, c'est vraiment... Ça va à le contresens de ce qu'a dit, je dirais, la science du management pendant des années. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est qu'on est un peu sur une ligne de crête où on est en train de se dire, finalement, si on veut que ça marche cette affaire, il faut partir des qualités humaines pour derrière designer l'intelligence artificielle. Alors, on est dans l'effet d'annonce, clairement. Pour moi, on a bien identifié le point clé de l'optimisation. D'accord. Maintenant, la question, c'est est-ce que dans nos manières de développer les programmes, est-ce que dans nos manières d'avoir formé nos ingénieurs, etc., on a les moyens de cette ambition-là et de cette problématique. Et là, c'est moins évident. Mais pour autant, dans les rapports, on voit beaucoup de recommandations qui est former les ingénieurs à l'éthique, former les ingénieurs aux sciences humaines et sociales, développer des formations plus interdisciplinaires, parce qu'on se rend bien compte que l'enjeu, il est là, et que pour l'instant, il y a un écart très fort entre les enjeux que pose l'IA au travail, notamment, et la formation des personnes qui vont faire nos programmes. Est-ce que tu peux, du coup, une transition toute trouvée pour que tu nous parles de tes projets de recherche, peut-être plus précisément, qui sont vraiment au cœur de tout ça? Ouais. Alors, le premier travail que j'ai réalisé, ça consistait à essayer de, ce que j'appelais créer une vision ordonnée de ce que l'IA fait de l'homme au travail. J'en avais déduit 5 grandes figures humaines. L'homme remplacé, l'homme dominé, l'homme augmenté, l'humanité divisée. Alors là, c'est moins intuitif, donc je l'explique en 2 secondes. C'est l'idée que le marché du travail serait divisé entre une petite élite qui aurait un fort niveau de complémentarité avec l'IA et la majorité qui, eux, seraient finalement ubérisés par l'intelligence artificielle. Leur savoir-faire étant déplacé du travail vers le capital, eh bien, ils seraient simplement des presse-boutons, des surveillants de machines et des gens faciles à remplacer. Et la 5e figure, c'est ce que j'appelais l'homme réhumanisé. C'est l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle contribue à redécouvrir le proprement humain au travail. Un autre domaine de mes travaux consiste à essayer de voir pourquoi on parle autant d'éthique. Bien sûr que ça paraît naturel maintenant de penser à l'éthique concernant l'IA, mais pour autant, on a quand même une certaine histoire de technologie maintenant depuis la révolution industrielle. Et on ne peut pas dire que c'était le terme qui ressortait le plus souvent. Lorsque Internet s'est développé dans les années 90, on ne peut pas dire qu'on parlait beaucoup d'éthique. La première, je dirais, entité politique qui a produit un document qui s'appelait l'éthique de l'IA, c'était le Vatican. Voilà. Ils avaient publié ça en 2002, je crois, et ils avaient parlé d'éthique de l'IA. Les chercheurs en parlaient un peu, mais ils parlaient plus de l'utilisation galvaudée du mot communication. Internet, c'était vraiment le mot, c'était communication. Et comme disait un de mes professeurs, on ne parle jamais autant d'une valeur que quand elle est en péril. Voilà. Et donc lui disait finalement, à parler autant de communication avec Internet, c'est qu'en fait on s'inquiète énormément de la propension d'Internet à véritablement nous aider à communiquer. Et d'ailleurs aujourd'hui, on se rend compte que Internet nous a amené vers de l'isolement, nous a amené vers ce qu'on appelle les solitudes interactives, c'est-à-dire on est seul derrière son ordinateur, mais on communique avec le monde entier, avec des rapports sociaux sur Internet qui sont d'une violence incroyable, avec le fameux point Godwin qui est régulièrement atteint, les tweets, voilà, mais même les politiques s'y mettent. On se rend compte que ça nous perturbe énormément notre communication. Le mot qui est associé à l'IA, c'est l'éthique. Voilà. Donc j'essaie de me demander pourquoi typiquement l'éthique. Alors la première chose, c'est que il y a on l'a dit, des représentations sociales qui sont très contrastées. Il y a cette peur de l'IA, donc il faut rassurer. Donc l'éthique viendrait pour rassurer. Après, j'essaie de me demander quelles sont je dirais, les utopies et les dystopies de l'IA que l'éthique pourrait venir arbitrer. Donc il y en a autour du pouvoir, par exemple. Est-ce que l'IA va concentrer les pouvoirs aux mains de quelques-uns ou est-ce qu'elle va développer notre empowerment à chacun? Il y a la question du savoir. Est-ce que l'IA va contribuer à une société de la connaissance ou est-ce que la connaissance va se déplacer dans les programmes? Il y a la question de la planète. Est-ce que l'IA est une solution pour la transition écologique ou est-ce qu'au contraire, elle va renforcer totalement, va aggraver l'empreinte écologique du numérique?
Il y a la question du lien social. Est-ce qu'avec l'IA, on va faire société ou est-ce qu'au contraire, elle va plutôt nous isoler les uns des autres? Donc, j'analyse ce qu'un sociologue a appelé des couples miracles frayeurs. Voilà. Et après, l'éthique viendrait arbitrer pour permettre au miracle d'advenir et aux frayeurs de ne pas advenir. Hein. Et donc, je répertorie les valeurs associées à l'IA. Et enfin, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'enfin, on rentre dans une société où on va civiliser la technologie? C'est-à-dire que jusque-là, on a eu pour moi 2 grands temps. Le premier temps, ça a été l'enthousiasme, les 30 glorieuses, la technologie, le futur est meilleur, c'est le progrès. Voilà, c'est le monde de nos parents ou de nos grands-parents qui étaient persuadés que les générations futures allaient toujours vers un monde meilleur grâce à la science et la technique. Et eux, ils l'avaient vécu. Ils ont vu les machines avaient arrivé, les fours, les télévisions, la voiture pour tout le monde, le train à grande vitesse, l'avion, etc. Donc eux, ils croyaient que ça. Après, il y a plutôt notre génération, je suis né en 80, qui est plutôt dans une espèce de peur, et en même temps, une peur liée à la dépendance. Hein, on sait qu'il faudrait plus faire ça, mais on continue à le faire parce que c'est trop dur. Donc on est dans une espèce de moi schizophrénique, hein, un ça qui nous dit, qui nous rend accro aux technologies, à notre smartphone, à nos mails, aux déplacements, etc. Et un surmoi qui nous dit mais il faudra arrêter de prendre l'avion, il faudra arrêter de regarder YouTube, il faudrait arrêter de consommer, il faudra arrêter de faire les soldes, etc. Donc on est dans une espèce de tension qui nous rend malheureux. Et on crée des monstres technologiques comme un hybride diesel électrique. Voilà. C'est pour moi, l'hybride diesel électrique, c'est la traduction de la tension du ça et du surmoi. Et le troisième temps, ce serait celui-là grâce à l'éthique. Voilà. On civilise la technique, on rentre dans l'âge adulte des techniques, c'est-à-dire qu'on pense aux conséquences des techniques avant qu'elles adviennent. Deuxième chose, l'éthique pourrait être un moyen de développer l'acceptabilité sociale. Oui. Finalement, l'éthique, elle serait là pour créer des espaces de concertation, de dialogue, comme on fait un peu là dans ce podcast, où on démystifie, où les gens disent les valeurs qui sont importantes pour eux et périmètrent collectivement, je dirais, un usage socialement soutenable, acceptable de l'intelligence artificielle. Troisième chose, plus négative, l'éthique de l'IA serait un cheval de Troie de ce que certains sociologues ont appelé une épistémologie de marché. C'est-à-dire que finalement, l'éthique permettrait d'euphémiser la préemption de la science et de la technique par le marché. C'est-à-dire que l'IA est une opportunité économique extraordinaire. Mais on l'a fait passer mais par dans un l'éthique, enrobage en bonbon. Et donc, du coup, on crée des 3 IA, les centres interdisciplinaires de l'intelligence artificielle que l'État a créés, et on y associe les industriels et les chercheurs. Et c'est vrai, on met le CNRS et les industriels ensemble, mais un peu partout, on met de l'éthique. Donc on met des éthiciens, on met les sciences humaines et sociales. D'ailleurs, je réfléchis beaucoup à comment les sciences humaines et sociales se font enrôler par cette épistémologie de marché. Parce que jusque-là, sur la technique, on ne demandait pas beaucoup aux sociologues de faire grand-chose. Et puis maintenant, on dit aux sociologues, venez, vous allez avoir une chaire, vous allez avoir de l'argent. Donc c'est super bien. Et donc l'éthique se met un peu au service d'une élimination de la critique, mais du coup, peut-être, alors ça serait pas un e-washing comme le greenwashing, pour Internet ou pour connecter, mais rendre acceptable pour tout le monde le fait que l'IA est bonne pour tout le monde, mais sans le remettre en question fondamentalement. Oui. Voilà. Et donc renoncer à la pensée critique au nom de l'éthique. Voilà. Donc ça, c'est 3 thèmes que tu interroges là, et évidemment pour le moment tu n'as pas les réponses. Non, tu es en train justement d'étudier tout ça. Voilà, j'ai pas les réponses, mais par contre, je mets en avant ces 3 approches pour permettre, c'est le but de la sociologie, de penser à la société, de permettre à la société de penser sur elle-même. Oui. Voilà. Plutôt que de foncer tout droit en disant l'éthique c'est vachement bien, donc si l'éthique fait de l'IA, l'IA ça sera vachement bien. Voilà. Et alors qu'on a besoin d'une pensée critique radicale. Et tu m'avais aussi cité une phrase très intéressante. L'intelligence artificielle est comme un miroir qui nous demande de nous regarder en tant qu'être humain. Exactement. Pendant des années, il y avait une espèce de phrase, on appelait ça la phrase avec un P majuscule,
qui traversait un certain nombre de sciences sociales, qui cherchait le proprement humain. Et cette phrase, elle débutait comme ça, l'homme est le seul animal qui. Et pour trouver les éléments de réponse, on allait voir les autres animaux. Et donc pendant très longtemps, par exemple, on a dit l'homme est le seul animal qui utilise les outils. Et en fait, maintenant, on sait qu'il y a des corbeaux qui font des cannes à pêche. On sait que le singe, il va prendre une tige pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière, etc. C'est moins sophistiqué, mais ça reste un outil. Donc, niet. On a dit l'homme est le seul animal qui ressent des émotions. Et puis maintenant, on est en train de comprendre que la vache qu'on amène à l'abattoir, elle est super stressée, elle est inquiète, etc. Que quand vous vous sentez mal, des fois, votre chat, il ne vous lâche pas et il reste là à ronronner auprès de vous parce qu'il sait qu'il vous fait du bien. Donc finalement, petit à petit, on rayait les énoncés comme ça. Et on se rend compte, et c'est ce que je me suis rendu compte à travers les rapports, c'est qu'on est en train d'écrire une nouvelle version de cette phrase en disant « l'intelligence humaine est la seule intelligence qui ». Et on va la voir... non pas les éléments de réponse, on ne les cherche pas tant finalement chez les autres animaux que dans l'intelligence artificielle. Or, il s'avère que l'intelligence artificielle est très très compétente sur certaines opérations de type logico-mathématique. Alors historiquement, l'intelligence logico-mathématique est une intelligence qu'on a énormément valorisée. Voilà, dans la foulée de Descartes, etc. Oui. Et c'était vraiment, voilà, d'ailleurs dès le lycée, l'élite, c'est les bons mathématiciens, quoi. C'est les bons qui font, ceux qu'on mentionne très bien au bac S, c'est ceux qui ont toutes les portes ouvertes. Voilà. Et donc là, avec cette IA qui nous interpelle sur ce domaine-là, on est en train de revaloriser ce que l'intelligence artificielle arrive moins à faire. Comme par exemple la fameuse intelligence émotionnelle, comme par exemple l'intelligence naturaliste, c'est-à-dire notre capacité à comprendre la nature, à échanger avec elle, comme l'intelligence relationnelle, notre capacité à créer collectivement. Voilà, on est en train de redécouvrir d'autres formes d'intelligence et on voit fleurir tout un tas de travaux ou de redécouvrir un certain nombre de travaux qui disent les 9 intelligences, les 12 intelligences, les 15, les 20. Voilà. Y a un paléanthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Pascal Pic qui dit on ne réussira pas à surmonter nos peurs et nos angoisses de l'intelligence artificielle tant qu'on n'aura pas reconnu celle du chimpanzé. C'est-à-dire que pour lui, c'est une étape nécessaire de reconnaître les autres formes d'intelligence, de désacraliser l'intelligence logico-mathématique pour voir l'IA non plus comme un adversaire, mais comme un partenaire. Oui. Et par la même biais, voir les autres animaux comme des partenaires. Et arrêter de les voir comme des objets de notre domination. Il faut aussi quitter le rapport dominant-dominé avec le vivant. Nous sommes dressés au sommet de l'espèce vivante, du vivant. Ça ne nous a pas véritablement servi. On est en train de s'en rendre compte. Eh bien, il est temps d'horizontaliser nos rapports avec le vivant et ainsi nous pourrons horizontaliser notre rapport avec l'intelligence artificielle. Alors pour toutes les personnes qui seraient passionnées par ce sujet, est-ce que tu as des lectures à conseiller ? Oui, sur la question, pour véritablement en venir au fond anthropologique ou paléanthropologique, Pascal Pic, son ouvrage, alors j'ai plus le nom par cœur en tête, mais il parle de l'homme et du chimpanzé. Et l'intelligence artificielle, le chimpanzé, ça c'est très intéressant. Et c'est pas anxiogène. Dans une version intéressante mais plus anxiogène, vous avez le fameux Homo Deus de Harari, qui est un petit peu plus critiqué par les pairs parce que c'est, on va dire qu'il se libère d'un certain nombre de principes d'argumentation scientifique. Il mélange un peu, je dirais, un travail de recherche avec un travail d'essai. Mais c'est très inspirant, mais c'est un peu inquiétant. Pour ceux qui s'intéressent à l'éthique et, je dirais, à la façon dont les algorithmes pourraient développer une certaine forme d'emprise, non pas parce qu'ils seraient plus intelligents que nous, mais parce que nous nous soumettrions à eux, eh bien, il y a tous les travaux de Cathy O'Neill qui parlent de
qui dit les algorithmes sont des armes de destruction massive. Voilà. Et donc Cathy O'Neil, il y a un ouvrage qui a été traduit en français et c'est vraiment très prenant, là, très intéressant. Alors déjà, vous commencez par ça, vous êtes pas mal. Après, vous avez des grands vulgarisateurs comme Jean-Gabriel Ganassia, qui a écrit 2 petits livres chez Seuil. Un sur la singularité, où il démonte point par point l'idée selon laquelle l'intelligence artificielle deviendrait plus intelligente que nous, ça s'appelle l'hypothèse de la singularité. Et puis un autre où il fait de la démystification sur l'IA par question-réponse. Et donc là, c'est des petits pavés de 7-8 pages, et donc qu'on peut lire comme ça dans l'ordre que l'on veut, on peut piocher dedans. Donc ça, c'est pas mal parce que, évidemment, on n'a pas forcément tous le temps de lire énormément. Voilà. Bon, après, il y a un livre que beaucoup de gens vont être attirés, c'est Nick Bostrom, Super Intelligence. Oui. Là, c'est vraiment si vous avez beaucoup de temps. Et c'est pointu. Ouais, c'est lourd. Et puis, c'est beaucoup autour de la super intelligence. Et, il fait tous les scénarios du possible sur le moment où l'intelligence artificielle deviendrait plus intelligente que nous. Donc, c'est plutôt, je dirais, une expérience de pensée philosophique qu'un travail d'état de l'art du moment sur l'intelligence artificielle. D'accord. Et si on veut te lire toi, ouais. il doit y avoir des ouvrages. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure du travail que j'ai fait en 2018 avec la Fondation pour les sciences sociales. Oui. Ça a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Les mutations du travail, qui a été dirigé par un sociologue très connu qui s'appelle François Dubé. Et j'y ai rédigé un chapitre où je reprends les figures humaines que j'évoquais tout à l'heure, en tout cas 4 d'entre elles, mais que je rapporte aussi à une aventure que j'ai vécue avec un industriel qui est en train d'essayer de déployer l'intelligence artificielle dans un certain nombre de métiers. Donc, je crois que ça s'appelle « Quand l'intelligence artificielle se met au travail, visite sociologique d'une entreprise ». Oui. Donc là, il y a un livre, mais on a un contrat avec l'éditeur qui fait que l'article est en accès libre. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Et le livre en lui-même, au-delà de l'IA, donne une vision assez large de ce qui se vit au travail, avec un parti pris que je trouve intéressant, c'est de dire que pendant des années, la sociologie n'a cessé de dire que le travail faisait du mal à l'homme. Il défait l'homme. Et on a été choisi par François Dubé parce qu'il voulait montrer aussi que d'une certaine manière, il ne faut pas oublier que le travail fait aussi l'être humain. Et donc, tous les articles ont cette forme de nuance entre, je dirais, des aspirations sociales, de l'utopie sociale derrière les mutations du travail et des résultats qui ne sont évidemment pas à la hauteur de ce qui est visé, puisqu'il y a des articles sur l'entreprise libérée, il y a des entreprises sur le lean management, des articles. Et à chaque fois, voilà, une analyse qui n'est pas que noire du travail, mais qui est aussi qui montre qu'on cherche en permanence à créer des cadres de travail dans lesquels les êtres humains peuvent s'épanouir. Voilà. Et puis, je crois que d'ici quelques semaines, il va y avoir un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle dans toutes ses dimensions », qui va sortir, dans lequel j'ai aussi rédigé un chapitre. Donc, printemps 2020 à peu près. Ouais, c'est ça, chez l'Harmattan. Et là, j'ai un chapitre et il y a un panel d'auteurs de toutes les disciplines. Il y a des roboticiens, il y a des sociologues, il y a des juristes. À mon avis, ça peut être... Alors, je ne l'ai pas lu et je n'y ai pas d'intérêt particulier au-delà du plaisir d'être lu. Mais je pense qu'il y a eu un effort de vulgarisation et d'accessibilité et puis de vision à 360 degrés qui a été fait. D'accord. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.